Le cannabis a-t-il vraiment des vertus thérapeutiques ? On vous donne la réponse scientifique qui nous vient d'une grande méta-analyse qui comprend 54 études sur le sujet. Encore de l'IA, mais cette fois-ci pas seulement pour générer du texte, mais pour faire 100% du processus de la recherche. Et enfin, la plus grande carte 3D de l'univers vient d'être publiée et vous pouvez même naviguer à l'intérieur. Bonjour Liliane. Bonjour Thomas et bienvenue à vous sur Avec des Si. Avec des Si, c'est notre émission d'actualité scientifique bimensuelle, donc 2 fois par mois, où on vous présente l'actualité scientifique. Tout au long de l'émission, on vous propose de trouver la réponse à notre actualité mystère et aujourd'hui, on vous propose de deviner à quel animal correspond ce chiffre de 5,6 millions. Et pour ça, on vous donne des indices. Le premier indice, il est réservé à ceux qui nous soutiennent sur Ulule. Et enfin, le premier indice pour tout le monde. Ce chiffre correspond à l'estimation de la population d'un animal qui niche dans le sol d'un cimetière de l'État de New York. De quel animal s'agit-il ? On vous donnera d'autres indices au cours de l'émission et vous aurez la réponse à la fin. Mais d'ici là, on commence avec une actualité croustillante. Ouais. Une actualité... C'est intéressant. C'est une question qui revient souvent dans l'espace public et qui fait beaucoup parler et on a un peu plus de réponses. Est-ce que le cannabis thérapeutique ou cannabis médical est réellement efficace pour traiter des troubles de santé mentale ? Très grosse question dans Avec des Si, à laquelle une méta-analyse dans la revue The Lancet Psychiatry a tenté de répondre, la plus vaste analyse faite sur ce sujet à ce jour. Alors, quand on parle de cannabis médical, on parle d'une prescription faite par un ou une professionnelle de la santé. L'usage est contrôlé et uniquement pour des indications précises, notamment face à la douleur et à certains troubles psychologiques. Et c'est la partie troubles psychologiques qui nous intéresse dans cette méta-analyse. Ça peut prendre la forme de fleurs séchées, d'huile, de comprimés, etc. C'est autorisé à la consommation dans plusieurs dizaines de pays, dont le Canada, sans pour autant être un produit thérapeutique approuvé par les autorités de santé. Il se trouve que ce n'est pas autorisé en France, mais les débats pour l'autoriser reviennent régulièrement dans la sphère politique. Et en termes de molécules, ce sont les composés de la plante qui nous intéressent et qu'on appelle les cannabinoïdes, notamment le THC, connu pour ses effets psychoactifs, et le CBD, connu pour ses effets relaxants. Alors ici, on parle d'une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a regardé... pas nous, là, les chercheurs, on regardait tout ce que nous dit la littérature scientifique, tout ce qui a été publié, et on en fait une synthèse. Et on peut même dire que c'est le top de ce qu'on peut faire en recherche. Ouais, effectivement. Et les chercheurs ont retenu 54 études publiées entre 1981 et mai 2025. Donc 45 ans. 45 ans. 45 ans, ouais. Et tout ça regroupe 2477 participants. Et ce qui est intéressant avec ce type de méta-analyse, c'est qu'elle porte un regard vraiment critique sur chacune des études qu'elle a sélectionnées, et elle est capable de dire, ok, tel effet, c'est plutôt positif, mais avec un niveau de preuve insuffisant. Tel autre effet, c'est plutôt négatif, mais avec un niveau de preuve modéré, etc. Donc on évalue vraiment à quel point est-ce que c'est valide ou non. Alors côté résultat, commençons d'abord par les négatifs, là où les cannabinoïdes n'ont pas d'effet avéré. Il n'y a pas de bénéfice clair à utiliser des cannabinoïdes pour l'anxiété, la schizophrénie, les troubles psychotiques, le syndrome de stress post-traumatique, l'anorexie mentale ou encore les troubles liés à l'usage d'opioïdes. Et pour certains autres troubles, il n'y avait tout simplement pas assez de données pour conclure. Ça inclut le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble bipolaire, le trouble obsessionnel compulsif ou les troubles liés à la dépendance au tabac. Là, il n'y a pas assez de données pour conclure. Autre point assez surprenant et intéressant, tu sais, parfois on entend parler que les cannabinoïdes peuvent essayer de traiter la dépression. Pourtant, toujours selon les auteurs, il n'existe aucun essai randomisé, donc c'est-à-dire une étude avec un certain niveau de preuve assez solide, assez suffisant, qui permettrait d'évaluer l'efficacité de ces substances pour traiter la dépression. Oui, d'ailleurs, on peut noter, c'est sur 45 ans, 54 études, 2400 participants, ça fait pas beaucoup de données. Donc même si c'est le meilleur qu'on a du niveau de la recherche, il n'y a quand même pas énormément de données. Donc on fait avec ce qu'on a. Ouais. Maintenant, ce qu'il en est des résultats positifs. Là où il y a quelques résultats plus favorables, c'est surtout dans des cas très très précis. Par exemple, chez les personnes ayant un trouble lié à l'usage du cannabis, certaines formulations combinant CBD et THC semblaient réduire les symptômes liés au sevrage et aussi diminuer la quantité de cannabis consommée par semaine. Par contre, même là, il faut être prudent, les preuves sont très fragiles. Côté dodo,
Les cannabinoïdes ne semblent pas montrer d'effet net sur les paramètres du sommeil, mais dans certaines études, on observe une augmentation du temps de sommeil. C'est même l'un des rares résultats pour lesquels le niveau de confiance montait jusqu'à un niveau que les chercheurs ont appelé modéré. Donc c'est pas fou, mais au moins il y a quelque chose. Par contre, les effets sur la qualité du sommeil ou encore le temps d'endormissement, là, par contre, les résultats n'étaient pas très convaincants. Chez des personnes ayant un syndrome de Gilles de la Tourette ou des tics, les cannabinoïdes semblaient réduire l'intensité des tics. Là aussi, le niveau de confiance restait très faible. C'est donc intéressant, mais ce n'est pas 100% définitif. Voilà pour le tour des résultats de cette méta-analyse qui fait encore une fois le point sur l'état des connaissances actuelles en 2026. Vu le manque de preuves, il semble difficilement justifiable à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, d'employer des cannabinoïdes pour traiter des troubles mentaux ou liés à l'usage des substances. Mais dans ce genre d'études, le plus intéressant, c'est souvent la partie discussion. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, dans leur discussion, ils reviennent beaucoup sur la faiblesse globale de la base des preuves. Il y a des petits échantillons, il y a des populations qui sont peu représentatives, il y a du manque de transparence dans certains essais et parfois l'implication de l'industrie du cannabis. Tout ça, ça fait en sorte qu'on n'a probablement pas une vue complète du tableau. Leur conclusion n'est donc pas seulement il faut plus d'études, mais il faut des meilleures études plus grandes, plus rigoureuses, mieux rapportées, avec des échantillons plus représentatifs et une meilleure séparation vis-à-vis des intérêts commerciaux. C'est difficile à obtenir. Donc il y a un décalage important entre la pratique clinique et l'état réel des données qu'on a actuellement. Ces produits sont de plus en plus autorisés ou prescrits pour des troubles mentaux ou des troubles liés à l'usage de substances, alors que leur analyse trouve peu de bénéfices clairs pour la plupart des indications. Les auteurs craignent que les cannabinoïdes puissent retarder ou remplacer des traitements mieux établis, par exemple certaines psychothérapies ou d'autres prises en charge dont l'efficacité aurait été mieux démontrée. Il faut dire qu'il y a une complexité dans tout ça, mais quand une substance est interdite dans un pays, c'est difficile d'étudier les effets de la substance. Donc, c'est normal qu'on manque un petit peu d'études. Et donc, ça veut dire que c'est très difficile de justifier des décisions politiques à partir de la science. Donc, il va falloir se baser sur d'autres raisons que des raisons scientifiques, simplement par manque d'études. Et donc, à voir si cette étude va permettre d'amener des arguments dans les débats politiques, ne serait-ce que pour financer les dites études qui nous manquent. Affaire à suivre. On revient sur notre actualité mystère. Le premier indice, on vous montre ce chiffre-là, le premier indice correspond à l'estimation de la population d'un animal qui niche dans le sol d'un cimetière de l'État de New York. Quel animal ? On vous laisse deviner. Indice numéro 2, l'animal recherché est un insecte volant et solitaire. Et on poursuit avec l'actualité Wow Viviane. Une intelligence artificielle appelée The AI Scientist a réussi à entreprendre un projet de recherche, je vois déjà ta face, de A à Z, de l'hypothèse jusqu'à l'écriture d'un article scientifique, article qui a même franchi une étape d'évaluation par les pairs, c'est pas rien, ça nous a mis en sueur avec Viviane, très honnêtement, pour tout vous dire. Alors de quoi s'agit-il ? Quel est le contexte ? On va tout vous expliquer. D'abord, comment fonctionne ce système ? Sans rentrer dans les détails techniques, c'est une chaîne de modules qui automatise toutes les étapes du travail scientifique. Les chercheurs ont donné à cette IA une orientation générale de la recherche et ensuite, c'est l'IA elle-même qui s'est mise à proposer des idées, à explorer la littérature scientifique, à générer des hypothèses, à planifier des expériences, à exécuter ces expériences, à produire des graphiques et enfin à rédiger le manuscrit scientifique. Et enfin, elle effectue même son propre processus d'évaluation par les pairs pour détecter de potentielles failles dans l'article. Et tout ça, ça va très vite. On parle d'une quinzaine d'heures pour réaliser 100% du processus de la recherche. C'est évidemment minuscule comparativement au temps qu'un ou une étudiante au doctorat aurait pu passer pour arriver à éventuellement une soumission acceptable dans un journal. Donc la cadence de production potentielle est énorme. On est loin des 15 heures, nous, quand on faisait de la recherche. Oui. On est très... On rajoute plusieurs zéros. Ouais, plusieurs zéros. Beaucoup de zéros. Dans leur test, les chercheurs ont soumis 3 manuscrits générés par cette IA à un atelier lors de la International Conference on Learning Representation 2025, une conférence très reconnue en apprentissage automatique. Sur les 3 papiers, un seul manuscrit a reçu une évaluation suffisante pour passer le seuil d'acceptation, donc la sorte de note de passage. Et les auteurs précisent que les organisateurs des ateliers avaient donné leur accord
pour cette expérience. Donc il y avait un protocole éthique qui est décrit dans l'étude d'ailleurs. Et donc tout le monde a été informé qu'un petit nombre de soumissions étaient générées par IA, sans évidemment dire quels articles étaient concernés. Et les articles ont ensuite été retirés après le processus de review, une fois l'expérience terminée. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'on ne parle pas d'un article accepté dans une grande revue scientifique ou une grande conférence, dans un gros congrès. On parle d'un atelier, d'un workshop, dans un contexte, dans un cadre très spécialisé, avec une barre d'acceptation des propositions assez basse, plutôt basse. En tout cas, plus basse que le restant de la conférence, mais quand même. Oui. Alors, côté qualité du contenu, même les auteurs derrière cette IA précisent que l'article scientifique accepté, c'est pas une pépite non plus. Ouais. Loin de là, on parle de manque de rigueur, de références hallucinées, de figures dupliquées, d'une logique parfois un petit peu bancale. On se rappelle qu'on a quand même les 2 autres papiers qui n'ont pas été acceptés, mais quand même, l'IA a produit une recherche suffisamment crédible, structurée et conforme à des critères pour franchir cette étape de review. Donc depuis le début, là, depuis la réflexion. Et c'est là tout le problème, parce que ce n'est pas seulement qu'une IA puisse écrire un papier bof scientifiquement, c'est aussi qu'elle peut potentiellement en écrire énormément, bien plus vite que des humains peuvent les lire et les évaluer. Et ça pourrait carrément peser sur un système déjà sous tension, le système de peer review. Oui, le peer review, la révision par les pairs dans les journaux scientifiques, c'est ça qui valide qu'une publication peut être acceptée dans un journal. C'est un système qui, dans le principe, est bon, mais qui est saturé aujourd'hui avec la quantité d'articles scientifiques qui risque d'être encore plus saturé encore aujourd'hui avec l'IA. Et donc là, on a un problème notamment pour le processus de peer review, mais aussi en tant que scientifique, quand on essaie de voir la revue de littérature, tout d'un coup, il y a plein de choses à lire. Et dans tout ça, très peu de pertinence. Et comment on fait après dans les méta-analyses pour ensuite aller mettre du poids sur certaines études et voir que celle-là aurait éventuellement halluciné, etc., etc. Ça vient comme tellement complexifier les choses. Je ne sais pas à quel point on est capable de retranscrire ça, mais c'est assez majeur et très problématique ce qui est en train de se produire là en recherche avec l'IA. L'article a été publié dans Nature, by the way, on l'a pas souligné, donc Nature, c'est très donc c'est majeur et jusqu'ici l'IA a aidé les scientifiques pour des tâches vraiment bien définies. Donc analyser les repliements des protéines, analyser des données de génomique, de génétique par exemple, générer du code, résumer des articles. Mais ici, l'aspect processus scientifique, c'est ça que l'IA est en train de couvrir, vraiment de l'idée initiale, de l'hypothèse jusqu'au manuscrit final et éventuellement l'acceptation, c'est vraiment majeur. Et même si le résultat est encore moyen, le simple fait que ça commence à fonctionner un petit peu, ça change la donne parce que résultat moyen, si ça reste moyen, ça pollue le paysage de l'information scientifique. Et si ça devient bon, eh bien là, on se retrouve avec des résultats qui ne sont tout simplement plus fiables parce qu'ils ont été générés plutôt que d'être réellement réalisés. Ça fait froid dans le dos, Viviane, tout ça. Hein? Dans les quelques articles de presse dans lesquels certains experts réagissent à cette publication, on a différents sons de cloche. D'un côté, certains considèrent que c'est peut-être le début d'une nouvelle ère de l'IA, potentiellement, que ça pourrait accélérer la découverte scientifique. Encore faut-il que ce soit fait de manière éthique et responsable, évidemment. De l'autre côté, il y a une crainte de saturer, comme tu disais, les systèmes de révision, le fait qu'on augmente le bruit dans la littérature scientifique, on augmente la quantité de papier de faible qualité, ce qui fait en sorte que, in fine, ça va simplement diminuer la qualité générale des contenus scientifiques. Bref, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Non, et peut-être qu'il faudrait commencer à penser des outils fiables pour détecter les contenus générés par IA, ou aussi de revoir les règles pour soumettre un article dans un journal ou pour proposer une communication dans un congrès, ou juste que tout le monde ait un petit peu d'éthique personnelle aussi. Ça aussi, ça marche. Et nous, dans Avec des cibles, on essaie tellement d'être vigilants par rapport à ça, par rapport aux études dont on vous parle. On n'est évidemment pas infaillible, évidemment pas, mais on essaie de garder l'œil ouvert sur la qualité des études scientifiques qu'on choisit. Oui, d'ailleurs, ça a été l'objet du grand débrief du mois dernier que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ulule, même si vous ne nous soutenez pas, où justement on a eu un doute sur une des études et on s'est dit c'est trop louche, alors qu'on n'avait rien de concret, de tangible pour supprimer cette actualité de notre émission, mais on l'a quand même fait parce qu'on a eu peur de se retrouver dans un cas comme celui-là. Dans ce cas-là, l'étude n'avait pas été générée par IA dans ce cas-là précisément pour le pollen. Comment mais tu sais? C'est vrai qu'on ne sait pas. Mais t'as raison. Je me fais avoir mon propre jeu, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Encore que, en fait, dans les articles maintenant, tu as une partie en bas où tu dois quand même indiquer
à quel point tu as utilisé l'IA pour l'écriture, pour l'analyse des données, etc. C'est vraiment une partie que les journaux imposent maintenant aux auteurs. Mais si tu es dans la démarche d'utiliser l'IA, est-ce que tu es dans la démarche d'être transparent vis-à-vis de ton usage de l'IA ? C'est une question d'éthique, encore une fois. Voilà. Vous voyez le côté optimiste ? Un peu moins optimiste. Fait que, on aura l'occasion d'en rediscuter, j'imagine, avec Dessy. D'ailleurs, en vous parlant du débrief à l'instant, on vous rappelle que c'est quelque chose dont vous pouvez profiter si vous nous rejoignez sur Ulule. Donc Ulule, c'est notre plateforme de soutien participatif, simplement parce que cette émission n'existe que grâce à vous. On a eu un soutien il y a quelques mois, on espère avoir d'autres soutiens, mais pour l'instant, c'est juste vous qui financez cette émission. On vous remercie énormément pour les gens qui nous soutiennent déjà. On espère atteindre le prochain palier. C'est ça qui va garantir la pérennité de cette émission. Mais donc, sur Ulule, vous retrouverez des bêtisiers tous les mois, mais aussi des débriefs des émissions. Vous pouvez voter pour la photo mystère. Vous avez aussi des indices supplémentaires par rapport à l'actualité mystère. Donc, on essaie de faire vivre un petit peu cette communauté sur YouTube pour que vous ayez un réel intérêt à nous rejoindre en plus. Et sinon, vous pouvez nous soutenir simplement parce que vous voulez que cette émission existe. Je pense qu'on fait partie des gens qui ont beaucoup de rigueur dans le travail qu'on fait. On essaie de faire au mieux et on espère que vous appréciez cette rigueur-là qu'on s'impose. Et si jamais vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, pas de problème. Votre santé financière doit passer en priorité. Mais partagez les vidéos, parlez-en autour de vous, likez, boostez. Il y a un petit truc maintenant dans YouTube qui s'appelle booster. Boostez, partagez, commentez, mais partagez. On a vraiment besoin de ce partage-là qui est un cercle vertueux. Merci beaucoup à vous. Merci. On repasse à notre actualité mystère. On essaie de vous faire deviner à quoi correspondent 5 600 000. On avait plusieurs indices. Premier indice, ce chiffre correspond à l'estimation de la population d'un animal qui niche dans le sol d'un cimetière de l'État de New York. De quel animal s'agit-il ? On vous laisse deviner. Deuxième indice, l'animal recherché est un insecte volant et solitaire. Et troisième indice, cet insecte est un pollinisateur important des vergers de pommiers de la région. Réponse à la fin. Et avant d'avoir la réponse, on termine avec une actualité. C'est intéressant. Des astronomes viennent de concevoir la plus grande carte 3D de l'univers jamais réalisée. Elle a été construite grâce à DESI, DESI, en tout cas DESI, pour instrument spectroscopique d'énergie sombre, traduit en français, vous l'aurez compris. Après 5 années d'observation, DESI a cartographié plus de 47 millions de galaxies, et c'est même beaucoup plus que ce qui était prévu au départ, puisque l'objectif initial tournait autour de 34 millions. Justement, alors à quoi ressemble cette carte si grande ? Chaque point correspond à une galaxie et la Terre apparaît au centre, non pas parce qu'on serait au centre de l'univers, spoiler, on n'y est pas, mais simplement parce que c'est depuis ici qu'on observe tout simplement. Ce n'est donc pas la carte complète de tout l'univers, si tant est que ce soit possible, mais c'est à ce jour la plus grande carte 3D à haute résolution qu'on ait pu produire à partir de nos observations. Alors comment a-t-elle été fabriquée cette carte ? L'instrument DESI a été installé sur un télescope en Arizona qui a cartographié des zones du ciel pendant 5 années. L'instrument utilise 5000 fibres optiques, chacune contrôlée par de petits bras robotisés. L'idée, c'est que chaque fibre vient capter la lumière d'une galaxie précise. Ensuite, cette lumière est envoyée dans un spectrographe qui la décompose en différentes longueurs d'onde. Et grâce à ça, les chercheurs peuvent estimer la distance des galaxies et donc reconstruire une carte en 3 dimensions plutôt qu'avoir une simple image plate du ciel. Alors, je sais pas trop pour toi, Viviane, mais j'ai l'impression que ça, c'est quand même assez abstrait. J'arrive pas à m'imaginer 47 millions de galaxies. Le feeling que ça me donne surtout, c'est qu'on est une petite micro-nano-femto-poussière dans l'univers, j'ai l'impression. Bon, je pense que c'est un bon résumé en réalité. Voilà. C'est un bon résumé. Voilà, c'est tout. Allez, actu suivante. Franchement, quand tu vois ça, tu peux pas... Ben non. Tu peux pas imaginer que tu vaux quelque chose, quoi. Et pourtant, l'humain a toujours un ego surdimensionné en pensant qu'il va pouvoir dominer le monde. Alors qu'en fait, on est des petites poussières. Ouais. Mais rien, même rien. À quoi bon cette émission ? Allez, on arrête tout là. Allez, éteins les lumières, c'est bon.
Bon, le plus important, ce n'est pas tant la taille de la carte. Ce qui intéresse vraiment les chercheurs, c'est ce que la répartition des galaxies peut raconter sur l'histoire de l'expansion de l'univers. Parce que quand on regarde loin dans l'espace, en réalité, on regarde aussi loin dans le temps. Et donc, certaines galaxies, observées par DESI, nous montrent donc l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Donc, en comparant la façon dont les galaxies se regroupaient autrefois versus leur disposition plus récente, les scientifiques peuvent retracer comment l'expansion de l'univers a évolué au cours de plusieurs milliards d'années. L'objectif, c'est surtout de mieux comprendre ce qu'on appelle l'énergie noire. C'est le nom qu'on donne à quelque chose d'encore très mal compris, mais qui semble être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Le projet n'est pas terminé puisque les observations doivent se poursuivre jusqu'en 2028, donc probablement qu'on en reparlera avec DESI pour notre plus grand plaisir, avec l'objectif d'agrandir encore plus cette carte d'environ 20%. Les chercheurs veulent observer des zones du ciel plus difficiles et aussi d'ajouter des galaxies plus lointaines. Donc cette carte gigantesque n'en est même pas à sa version finale, Viviane. Ah non, on vous en reparlera en 2028 alors. Bah oui. Et d'ici là, écoutez, on vous propose de répondre enfin à notre actualité mystère. On essayait de trouver à quoi correspondent les 5 600 000... On cherchait les abeilles. C'est le nombre d'abeilles que des chercheurs estiment avoir vu émerger au printemps 2023 dans le sol d'un cimetière de l'État de New York d'une superficie d'environ 6500 mètres carrés, soit à peu près l'équivalent de la surface d'un terrain de soccer, de football. Et donc cette population a fait l'objet d'une étude publiée dans la revue Apidology, car elle est considérée comme l'une des plus grandes et possiblement l'une des plus anciennes jamais documentées pour des abeilles solitaire, et c'est pour ça peut-être que cet indice-là, vous avez un petit peu... Pour moi, c'était pas solitaire des abeilles, c'est pour ça que je l'ai éliminé. Ouais, je comprends. Cette abeille-là s'appelle Andrena regularis, c'est le nom de cette espèce d'abeille fouisseuse active au début du printemps. Bon, alors contrairement à l'image qu'on pourrait avoir d'une abeille, qui est l'image que j'avais moi, une abeille, ça ne vit pas forcément dans une ruche et ne donne pas forcément du miel. En réalité, il y a une grande partie des espèces d'abeilles qui nichent dans le sol et qui sont beaucoup plus solitaires. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas ces grandes colonies qu'on imagine, comme dans les abeilles domestiques. Chaque femelle construit son propre nid souterrain où elle dépose ses œufs et ses réserves de nourriture. Et dans le cas de cette espèce, les femelles construisent des nids à environ 10 à 22 cm de profondeur, avec en général 4 à 5 cellules. Alors pour obtenir ce chiffre de 5 600 000, les chercheurs n'ont évidemment pas compté les abeilles une par une partout dans le cimetière, ça aurait été extrêmement difficile, voire même impossible. Ils ont installé 10 pièges à différents endroits sur la zone de nidification entre le 30 mars et le 16 mai 2023. Et ces pièges couvrent une petite partie du sol et permettent de capturer les insectes qui émergent à cet endroit. En combinant les données récoltées sous ces pièges avec la superficie totale estimée de l'agrégation, donc environ 6500 m², on l'a dit tantôt, ils ont calculé une densité moyenne, puis extrapolé cette densité à l'ensemble du site. Résultat, une estimation moyenne de 5,6 millions d'abeilles émergentes pour cette espèce au printemps 2023. Mais bon, une fourchette d'incertitude assez large, entre 3,1 et 8 millions, ce qui rappelle que c'est une estimation scientifique et pas un comptage exact au chiffre près. Mais même avec cette fourchette de chiffres, c'est quand même énorme, et toujours selon les chercheurs, ça correspondrait à environ 140 à 270 colonies d'abeilles domestiques, si on compare avec des ruches contenant entre 20 000 et 40 000 ouvrières. Autrement dit, on a là une énorme concentration d'abeilles sauvages sur une surface relativement restreinte. Et c'est important sur le plan écologique parce que ces abeilles jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des vergers de pommiers de la région. Ouais, et puis à noter aussi que le site pourrait être très ancien. Des observations de cette espèce dans ce cimetière remontent à 1935 et le cimetière lui-même existe depuis 1878. Donc c'est possible que cette population soit installée là depuis des décennies, voire même plus. C'est ce qui amène les chercheurs à dire que éventuellement ça peut être l'une des plus grandes agrégations d'abeilles solitaires jamais observées, mais aussi l'une des plus anciennes. Évidemment, l'étude a aussi des limites, comme toujours. D'abord, le chiffre, on l'a dit, c'est une extrapolation, pas un comptage exact. Ensuite, on parle ici d'une seule saison de terrain, au printemps 2023. Donc, on sait que cette population était énorme cette année-là. On ne sait pas à quel point c'est stable dans le temps. Mais au-delà de l'effet wow du chiffre en tant que tel, c'est le fait que des lieux aussi anodins qu'un cimetière peuvent être des abris importants pour des populations animales et servir de refuge, notamment dans des paysages urbanisés ou gérés par l'humain. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire l'étude en tant que telle. Elle est en libre accès, elle est facile à lire. Il y a plein d'images, plein de photos pour savoir comment est-ce que les scientifiques ont fait leurs analyses. Ils expliquent le système de pièges, la caractérisation des différents spécimens, les estimations, etc. C'est vraiment fascinant. Donc on vous laisse aller voir, on vous la met dans les commentaires, en description de la vidéo. Comme quoi, il y a de la vie dans les cimetières ? Oui, absolument.
Les abeilles sont là. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement, on vous lit toujours. N'hésitez pas à nous soutenir également, cette émission ne dépend que de vous. Et on vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus, évidemment. Notre dernière émission d'actualité scientifique où on discute de l'impact de la nature sur le cerveau. On parle de ratons laveurs curieux avec le retour des belles chemises flamboyantes aussi à ne pas manquer. Et la photo scientifique du mois que vous avez choisie. Et puis on a innové avec une nouvelle rubrique qui est le plus crédible entre Viviane et Toto. On vous laissera juger. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch Science à la carte et sur ses autres plateformes. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires quelle actualité vous a le plus marqué. On vous lit et on vous dit à bientôt. Bye. Bye bye. Il est très politisée, très marquée. Et elle essaie d'amener des preuves. Ouais. Mais elle n'a pas grand-chose parce que l'état de la recherche n'est pas très développé. Exactement. Après, c'est intéressant d'avoir ce genre de